Monsieur le ministre. Nous passons au groupe Mouvement démocrate et apparenté. Monsieur Philippe Bolo, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Les orientations nationales en réflexion pour atteindre le nouvel équilibre du mix énergétique français, diminuant la part du nucléaire au profit d'une place plus importante faite à l'électricité renouvelable, reposent sur la prise en compte et la comparaison de différents scénarios. Ces scénarios sont fondés sur des hypothèses de production et de consommation d'électricité et ils explorent différentes trajectoires, comme en atteste le très récent rapport publié par RTE sur l'équilibre offre-demande d'électricité en France. Ces trajectoires sont aujourd'hui précisément décrites en termes quantitatifs. Dès lors, s'il est possible de se projeter dans l'avenir en termes de gigawatts et de gigawattheures, il est plus délicat de le faire en considérant les dimensions économiques et sociales, directes comme indirectes. Les études et investigations existantes m'apparaissent délaisser cette composante économique et sociale de la transition à amorcer. Aussi, j'aimerais vous interroger sur la manière dont les dimensions économiques et sociales vont être intégrées à la prise de décision. Le report du nucléaire vers les énergies renouvelables générera certes des pertes de valeur dans son domaine, mais en même temps, la création de nouvelles opportunités économiques sur un marché national et mondial. Dans ce cadre, et afin de se projeter dans une optique d'anticipation raisonnable et raisonnée, une étude d'impact global va-t-elle être réalisée? Nous ne pourrions en effet que nous féliciter d'une étude élargissant la prise en compte des différentes scénarisations à celle de l'ensemble des coûts et des recettes associés, la variation du nombre d'emplois et la balance des cotisations salariales induites, les recettes fiscales perdues ou gagnées, les nouvelles répartitions territoriales des recettes et des dépenses, l'impact sur la balance commerciale française. Je souhaite donc vous entendre sur ce sujet et savoir si la représentation nationale pourra se saisir d'une telle évaluation économique de la stratégie énergétique française pour les décennies à venir. Monsieur le député, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bolo. Les trajectoires sur l'évolution du mix énergétique, je le répète, mais m'en voudrait pas, sont actuellement élaborées dans le cadre des travaux qui ont été largement démarrer sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais qui ne font que démarrer. Ces orientations, elles vont évidemment prendre en compte l'ensemble des objectifs de la politique énergétique qui est définie par la représentation nationale. Ces derniers comprennent entre autres la sécurité d'approvisionnement et évidemment et conjointement le maintien de prix de l'énergie compétitif. On vit une époque d'électricité qui est peu chère, en raison notamment d'une forte surcapacité de production en Europe et à la faiblesse du prix du CO2 qui, il faut le reconnaître, encourage les acteurs du secteur à utiliser à plein leurs centrales à charbon. Mais nous faisons aussi face en France et en Europe à un fort besoin d'investissement pour renouveler notre système électrique, car de nombreuses centrales nucléaires, mais aussi au charbon construites il y a maintenant 40 ou 50 ans, arrivent en fin de vie. L'objectif de la politique énergétique est aussi évidemment de favoriser l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois, grâce notamment à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celle de la croissance verte, dans le respect évidemment de nos engagements climatiques, qui sont pour moi une priorité très forte et même probablement la plus importante. Les travaux en cours dans la PPE s'inscrivent parfaitement dans ce cadre. Ils ont permis d'identifier filière par filière les impacts en termes de coûts pour la collectivité, d'emploi et notamment, c'est aussi important, de balance commerciale. La PPE fera sur ces bases l'objet d'une étude d'impact globale. Évidemment, il faudra que les parlementaires en bénéficient afin de quantifier notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques. On y travaille actuellement sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier évidemment sur la compétitivité des entreprises qui sont exposées, eux, à la concurrence internationale. Cette étude d'impact sera publique et donc à disposition de la représentation nationale, je viens de le dire à l'instant. En tout état de cause, des évolutions du mix énergétique que nous mettrons en place vont se traduire nécessairement, chacun pourra le comprendre, par des créations d'emplois dans certains secteurs et probablement des pertes dans d'autres. Il est de notre devoir d'anticiper, d'accompagner les transferts, d'anticiper sur la reconversion des filières et des territoires qui vont être associés aux trajectoires de la PPE. Enfin, gardons à l'esprit que la PPE, ce n'est pas demain matin. Donc,
on anticipe largement. À ce titre, la PPE devra également, et j'en termine, réaliser évidemment une évaluation très précise des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie afin d'adapter les formations à ces besoins. C'est pour ça que j'ai notamment associé Muriel Pénicaud à nos réflexions. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Sarah El Haïry, vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en octobre dernier, Monsieur le Ministre, vous nous avez annoncé qu'il serait difficile de tenir l'engagement de la diminution de la part du nucléaire à 50% de la production électrique pour 2025. Cette décision d'étalement de la fermeture des centrales nucléaires se justifie certes par la nécessité de compenser la baisse de la part du nucléaire dans la production électrique. Cependant, si la durée de vie de certaines centrales nucléaires est prolongée, il convient d'être particulièrement vigilant quant aux problématiques de sécurité et de sûreté de nos infrastructures. Les différentes auditions menées par la Commission du développement durable, plus plusieurs études sur le sujet, pointent un grand nombre de failles et de menaces pesant sur les populations riveraines de ces installations. Je pense en particulier à la centrale de Tricastin dans la Drôme, qui semble particulièrement concernée. Les fissures provoquées par l'hydrogène qui s'aggravent au fur et à mesure de l'utilisation des cuves semblent particulièrement inquiétantes. En outre, après avoir démontré en 2017 qu'il était possible de s'infiltrer dans une centrale nucléaire, l'ONG Greenpeace a mandaté des experts, des spécialistes en terrorisme ou encore des chercheurs pour étudier la question sur la sûreté de nos installations nucléaires et notamment dans le but d'identifier les possibilités d'incursion. Leurs conclusions étaient très préoccupantes quant au risque d'infiltration. J'ai moi-même interpellé M. Lévy, PDG du groupe EDF, lors d'une audition devant la commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle le 17 janvier dernier, qui, pour reprendre ses mots, considérait cela de nature à nous rassurer quand l'interpellation est intervenue au bout de 8 minutes. Monsieur le ministre, si la durée de vie de certaines de nos centrales nucléaires doit être prolongée, sommes-nous en capacité aujourd'hui d'assurer la sécurité et la sûreté de celles-ci? Avons-nous tiré les conclusions et des conséquences des enseignements des différentes alertes? Quelles sont les garanties que vous pouvez offrir aux populations riveraines qui peuvent légitimement s'inquiéter de l'état de nos installations nucléaires? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée El Haïry. La question que vous posez porte sur deux problématiques. L'une porte sur la sûreté des installations nucléaires, c'est-à-dire la prévention des accidents d'origine naturelle ou technologique, dont là, le contrôle, comme vous le savez, a été confié à l'autorité de sûreté nucléaire, qui est l'autorité administrative indépendante. L'autre, qui est complémentaire, concerne la sécurité nucléaire, à savoir la protection des installations nucléaires contre la malveillance, ça a été évoqué tout à l'heure. S'agissant de la sûreté nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire a pour mission d'examiner et de contrôler les conditions de sûreté dans lesquelles les installations sont exploitées. L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, vous le savez, et ça on peut le croire, agit en toute indépendance et franchement, elle ne manque jamais, chaque fois qu'elle considère qu'un risque de sûreté existe, de demander à l'exploitation EDF de faire les travaux nécessaires. On a eu quelques démonstrations encore il y a peu de temps. Je pense qu'elle place la barre haut et elle ne la passera, de mon point de vue, jamais suffisamment haute. Elle peut aller jusqu'à imposer l'arrêt d'un réacteur le temps des travaux, et c'est le cas pour un certain nombre de réacteurs actuellement, et doit alors autoriser la remise en service. Sur la centrale nucléaire de Tricastin, comme l'ensemble des centrales nucléaires du palier 900 MW, va bientôt commencer son 4e réexamen périodique décennal, qui va donc débuter par le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire en 2019. Donc EDF devra donc assurer la démonstration de la sûreté et de la sécurité de la centrale nucléaire de Tricastin et même probablement proposer des améliorations pour poursuivre son fonctionnement après 2020 pour le réacteur numéro 1, 2021, 2023 et 2025 pour les réacteurs 2, 3 et 4. Personnellement, mais pas comme ça, parce que je les ai vus à l'œuvre, j'ai toute confiance dans l'action de l'ASN, en particulier afin de garantir que l'extension de l'exploitation des centrales proposées par EDF, évidemment, ne se fasse pas au détriment de la sûreté. D'ailleurs, on n'est pas certain que les réautorisations vont se faire d'une manière naturelle. Et je resterai évidemment attentif à la complète mise en application des améliorations qui sont souhaitées par elle dans le domaine de la sûreté nucléaire. Sur la sécurité nucléaire, qui concerne la protection des installations nucléaires contre les actes de malveillance. Elle est mise en œuvre par l'État, elle est mise en œuvre par les opérateurs nucléaires eux-mêmes pour prévenir, protéger et faire face aux potentiels actes de malveillance qui peuvent se produire sur une installation nucléaire.
L'État a un rôle particulier et important à jouer dans ce domaine, et c'est d'ailleurs l'objet de la loi qui vise à renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui a été promulguée par le président de la République le 31 octobre 2017. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur le député Jémy Paouni. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je prolongerai la question de mon collègue Desmoulins. La stratégie de sortie du nucléaire est un sujet extrêmement vaste et je concentrerai donc mon propos sur la question du démantèlement des installations nucléaires. On peut aisément identifier les risques et les enjeux liés au démantèlement de nos installations nucléaires, qu'il s'agisse de radioprotection des travailleurs, la gestion des déchets radioactifs ou encore de la bonne décontamination des sols. En théorie, le démantèlement d'une centrale nucléaire n'est pas chose aisée. Elle le devient encore moins quand en pratique s'ajoutent à ces difficultés les aléas juridiques, les problèmes techniques et l'expression d'une inquiétude sociale. Les exemples sont connus. La centrale bretonne de Brennilis, qui a cessé de fonctionner en 1985 et dont le démantèlement n'est toujours pas achevé aujourd'hui. L'estimation du coût total des opérations a été multipliée ces dernières années pour atteindre quasiment 500 millions d'euros. Un coût important donc, à la charge de l'exploitant certes, mais qui laisse planer un doute quant à la viabilité des délais envisagés pour le démantèlement du parc nucléaire français. Le difficile démantèlement des réacteurs à l'uranium naturel graphique gaz illustre également les retards pris par les exploitants. En effet, récemment, EDF, face aux difficultés techniques rencontrées dans le démantèlement de ces réacteurs, a préféré changer de stratégie, ce qui a également pour conséquence de retarder la fin des opérations. Le rapport d'information relatif à la faisabilité du démantèlement des installations nucléaires, déposé sous la précédente législature, documente l'ensemble de ces difficultés. Les rapports de l'autorité de sûreté nucléaire pointent eux aussi des erreurs, sinon des manquements, dans la stratégie des exploitants. Monsieur le ministre, face à ce constat, pouvez-vous nous détailler votre plan d'action en faveur du développement des filières de démantèlement des installations nucléaires? Comment comptez-vous accélérer le processus de démantèlement et faire de cette nouvelle industrie vertueuse une excellence française? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, je ne sais pas s'il faut accélérer le processus, mais il faut faire les choses justement calmement, rationnellement et pas n'importe comment, parce que ce que vous dites dans votre question met bien en exergue que tout ça est bien compliqué, socialement, techniquement, et qu'on a mis tout ça un peu de côté. Mais enfin maintenant, indépendamment des 50%, il y a bien des centrales qu'il va falloir fermer parce qu'elles ne vont pas toutes passer les grandes visites. Ça fait partie justement des questions qui nous rattrapent, mais qu'on avait mis sous le tapis. Et parce qu'il y a les déchets ultimes qui vont peut-être se retrouver je ne sais où, mais il y a les autres déchets, le moindre matériau de béton, de ferraille qui va être issu d'une centrale, je ne vous passe pas le volume que cela va représenter. Donc tout ça nous rattrape. Maintenant, on est à l'heure de vérité. Bon. Et l'acceptabilité sociale, ce n'est pas un moindre problème. En tout cas, vous soulignez à juste titre ces difficultés que je viens d'évoquer et que vous avez évoquées sur le démantèlement des centrales de première génération. Il convient en premier lieu d'insister sur le défi technique que représente le démantèlement de ces centrales, dont la conception très singulière n'avait malheureusement, moins qu'on puisse dire, pas suffisamment pris en compte cette étape de la vie des installations. Ces difficultés que l'exploitant semble en mesure de surmonter, vous avez fait référence à cette petite centrale bretonne qui n'a toujours pas été démantelée, ne sont ainsi pas extrapolables au parc des 58 réacteurs à eau pressurisés pour lequel il existe déjà un retour d'expérience internationale qui est assez favorable, comme le rappelle le rapport parlementaire auquel vous faisiez référence. Par ailleurs, de nombreux réacteurs étant conçus sur le même modèle, EDF pourra profiter, je pense, d'un effet de mutualisation, ce qui devrait permettre quand même une réduction des coûts de démantèlement que l'exploitant juge que, malgré tout, importante, une fois le démantèlement des premiers réacteurs qui auront été engagés. C'est un défi qui est important, qui doit évidemment être pris en compte dans les grands choix que nous ferons pendant ce quinquennat sur le nucléaire. Et vous le savez, le démantèlement est une opération qui est très coûteuse, qui prend du temps, et qui exige des compétences particulières. C'est pour cela que le développement d'une filière de développement constitue en outre une perspective paradoxalement stratégique pour l'industrie française, compte tenu de son expertise dans ce domaine. Des travaux de structuration d'une offre attractive, notamment en vue de valoriser à l'international, pourront être abordés dans le cadre du comité stratégique de filière nucléaire. Et ce que je veux simplement dire, c'est que d'ores et déjà, des partenariats internationaux se montent dans le domaine, je l'ai dit tout à l'heure, notamment avec le Royaume-Uni, avec lequel on partage des enjeux similaires et disposons de
complémentaires. Enfin, en ce qui concerne le calendrier des travaux de démantèlement, là aussi, il va être élaboré à la suite de l'élaboration de la PPE qui fixera les orientations en matière de réduction du parc nucléaire existant. Et donc, vous aurez les éléments quand la PPE sera achevée. Merci, monsieur.